Alors bonjour, bienvenue à LVA TV en ce vendredi après-midi automnal à Québec. On reçoit Luc Boivin qui a fait le chemin vers nous pour venir nous parler de transformation alimentaire dans le domaine du lait. Mais on va aborder différents sujets. On vous a, Luc Boivin, avec nous, on est bien content. Première chose, c'était comment la traversée du parc aujourd'hui? On est chanceux, hein? Les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a une belle route qui facilite beaucoup l'accès vers notre banlieue, qui est Québec maintenant. Une belle autoroute. Ah, pour vous, c'est la banlieue. Maintenant, c'est notre banlieue. Donc, c'est une très belle autoroute maintenant, deux voies divisées de chaque côté. Une route qui est magnifique. Ceux qui n'ont jamais fait cette route-là, je vous invite à le faire. C'est une des plus belles réalisations du gouvernement libéral de M. Charest, je pense, cette autoroute-là. Puis ça a beaucoup sécurisé les transports des gens de la région, puis aussi des touristes qui viennent nous visiter en grand nombre. Puis ça a amélioré aussi le tourisme de notre région. Ouais, très belle région avec le Saguenay. Vous parlez des libéraux, on va parler d'autres libéraux que ceux de M. Charest. Hier, on devait déjà se voir. En fait, vous êtes venu aujourd'hui parce que hier, vous rencontriez Chrystia Freeland. Et puis finalement, vous n'avez pas rencontré Chrystia Freeland. Bien, c'est ça. Bien, en fait, des gens de l'organisation libérale dans le comté avaient appelé mon ami qui a une ferme laitière, puis mentionné notre intérêt, oui, à la rencontrer. Je faisais partie de la petite délégation qui aurait pu rencontrer Mme Freeland pour parler des enjeux du côté de la ferme de mon ami Pierre Girard. Bien, c'est de parler des enjeux qui se sont passés sur les fermes, montrer des cas réels de problématiques, entre autres sur les programmes qui ont été très mal gérés selon moi. Même chose, nous, au niveau de l'industrie laitière, là, comment les contingents ont été donnés justement aux détaillants, quel impact que ça a sur nos marchés, parler aussi de la réalité des programmes, les fameuses compensations. Finalement, elle a annulé sa rencontre. Ils ont décommandé à la dernière minute, peut-être sachant qu'elle n'était pas d'un bon auditoire, je vais dire, pour gagner des votes. OK. Alors justement, pour rentrer dans le cœur du questionnement qu'on a à vous poser, là on entend souvent parler des producteurs de lait, puis ça fait quelques années déjà, on a eu toute l'histoire du lait filtré, puis on sait que le journal a beaucoup suivi toute la dynamique autour de la gestion de l'œuf ou pas la gestion de l'œuf. On a créé, on en parlera tout à l'heure, on avait créé aussi un livre, Une crise agricole au Québec. On voulait comprendre, parce que les transformateurs, vous n'êtes pas vraiment dans la mire. En fait, on parle des producteurs des laitiers qui ont des problèmes, mais les transformateurs, avec l'arrivée des quotas en fait, d'importation étrangère de fromage, vous avez aussi des difficultés en fait. Bien, je vous dirais que on est dans le même système. Les transformateurs, les producteurs de lait, on vit les mêmes enjeux. On fait partie de la gestion de l'offre. C'est un système qui nous sert bien au niveau de l'approvisionnement en lait. On est certain au Québec, si on a une usine laitière, d'avoir un approvisionnement en lait qui est constant, qui est sécuritaire, avec du lait de qualité. Maintenant, les produits laitiers qui vont entrer au Canada, bien nous, on a à se battre contre ces produits-là. Parce que les quotas d'importation n'ont pas été donnés aux transformateurs, ils ont été donnés aux distributeurs, je crois. Bien, écoutez, quand le gouvernement libéral, ça nous a beaucoup surpris, a pris la décision d'octroyer les quotas, il en a donné la moitié aux fabricants, aux fromageries, en prétendant au niveau politique que c'était une forme de compensation, alors qu'au niveau des fonctionnaires, c'était dit non, c'est pas une forme de compensation, ça ne l'a jamais été, mais surtout la moitié aux détaillants. Cette moitié aux détaillants-là a fait très mal dans le sens qu'on a perdu le contrôle, on a perdu la capacité de négocier les produits puis protéger nos marchés canadiens. Parce que concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de surplus d'Europe qui les invendus en fait, viennent ici à moindre coût? Concrètement, on va vous donner des chiffres réels. On peut entrer de l'emmental d'Europe présentement à un prix d'environ 6,50 $ le kilo livré au Canada. Le même produit livré industriel, autrement dit en gros morceaux, en gros blocs, au Canada va se vendre entre 11 $ et 12 $ le kilo. Donc, c'est une différence de prix qui est majeure, puis pour lequel on ne peut pas compétitionner. Ces volumes-là sont limités. C'est dans ce qu'on a présenté au gouvernement dans les différents comités de mitigation, c'est-à-dire, écoutez, le gouvernement nous a toujours dit, écoutez, c'est juste seulement un 10 % du marché qui va être en jeu. Mais il faut comprendre que quand, dans le cas de l'Europe, c'est 3,5 % du marché, tu n'as pas besoin d'un gros pourcentage d'entrée à des prix très bas pour venir influencer le prix du reste du volume. C'est ce qui se passe concrètement dans le marché. L'offre des contingents tarifaires qui rentrent au Canada,
C'est une offre qui est très généreuse, donc il y a un débalancement de l'offre dans le marché, on le voit. Les inventaires se remplissent, il y a beaucoup, beaucoup de fromages de disponibles, il y a beaucoup de nouveaux fromages de disponibles, les tablettes n'ont pas grossi. La population canadienne n'a pas nécessairement grossi. Le consommateur, le distributeur, on comprend qu'il, lui, il est heureux de récupérer du fromage moins cher, qui ne vend peut-être pas forcément beaucoup moins cher. Qui vend pas, en fait, c'est qu'il y a une pression à la baisse sur les prix. Puis cette pression à la baisse là, sur les prix vient impacter la marge brute des transformateurs dans les produits laitiers visés. Puis c'est ce qu'on constate présentement dans le marché, ce qu'on voit. Puis quand on parle à des joueurs, puis quand on consulte des états financiers de compagnies publiques, on constate l'impact. En fait, je ne sais pas si on peut la citer, mais on peut parler d'une grosse coopérative en fait, au Québec, dont on sait que les chiffres d'affaires sont mirobolants, mais les profits sont faibles. Écoutez, c'est le domaine public. Là. Ce qu'on avance là, dans le cas d'Agropur, on le voit, le dernier trimestre a été catastrophique. Puis ce qu'on voit à travers les commentaires des dirigeants, c'est il n'y a pas seulement les petits joueurs, parce qu'on voyait dans la presse plus, pas plus tard que la semaine passée, les petits fromagers qui sont inquiets à l'approche des fêtes parce que l'offre des fromages importés arrive au Canada, met une pression sur le volume de fromage, mais aussi sur les prix des fromages. Donc, c'est bien beau si on peut vendre. Vous, ce que vous dites, c'est que même des grosses coopératives comme Agropur devraient s'inquiéter aussi. Bien, Agropur, c'est inquiétant. Là. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Puis, je blâme pas les dirigeants. C'est vraiment le contexte du marché canadien qui est extrêmement difficile. On le voit depuis 2011 au Canada, les produits laitiers n'ont pas connu d'inflation si on compare ça aux autres commodités alimentaires, les autres produits alimentaires. Donc, cette incapacité-là de l'industrie à augmenter ses marges pour suivre l'augmentation, l'inflation au niveau de nos dépenses, avec la baisse du dollar canadien qui a un impact sur nos coûts d'équipement, la hausse des salaires qui sont nécessaires pour garder nos gens, pour offrir une qualité de vie à nos gens, puis répondre aussi à la pénurie de main-d'œuvre, la hausse des emballages, des chimiques qui sont causés par la faiblesse de l'or canadien. Quelle est la réponse que les politiciens vous donnent par rapport à toutes vos problématiques que vous mettez de l'avant? Ce qui est frustrant, pour avoir participé aux différents comités de négociation, pour avoir fait des représentations, c'est de voir l'incompréhension ou le manque total de connaissance de ceux qui prennent les décisions. Parce que quand on parlait que ce volume de fromage-là, puis là, on ne parle même pas encore de l'entente avec les Américains parce qu'elle n'est pas encore entrée en jeu, il y avait de la misère à comprendre que ça l'affecterait les marges des transformateurs dans son ensemble. Puis là, on le constate, Agropur est comme ça. On regarde, les moyens joueurs sont comme ça. Pas plus tard qu'il y a un mois, Pine River Cheese en Ontario a annoncé la fermeture de l'usine. Puis une des raisons que le président de cette COP-là, qui avait 135 ans, a évoqué, c'est les marges qui se sont effondrées au niveau de la fabrication de fromage. Puis ça, ce que ça va causer à plus ou moins court terme, moyen terme, c'est qu'il va y avoir probablement une consolidation de l'industrie fromagère. Est-ce que ça veut dire qu'à court terme, on doit s'attendre à ce qu'une coopérative Agropur n'ait pas de ristourne ou des très petites ristournes? Écoutez, c'est très probable qu'il n'y ait pas de ristourne chez Agropur. Ils ne peuvent pas ristourner des profits qu'ils ne font pas. Puis, si vous allez consulter les données qui sont publiques, bien, vous allez voir que c'est sûr que les gros joueurs ont été impactés. Puis même au niveau de Saputo, on regarde les résultats financiers. Je ne suis pas un analyste financier, mais ça a été dit dans la présentation des derniers résultats, c'est que les marges sont difficiles. Le secteur canadien est extrêmement compétitif. La capacité d'innover, la capacité de générer des marges est plus faible. Puis ça, c'est le contexte actuel qu'il crée. Je pense que le gouvernement a une responsabilité dans ça. Il a dit qu'il compenserait l'industrie. Je ne sais pas sous quelle forme, mais il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que sinon, l'industrie va se gouverner en conséquence, puis on va voir. Est-ce qu'au niveau d'Agropur, la vieille rumeur qui revient toujours sur Agropur, s'il faut refinancer ou quoi que ce soit, Agropur pourrait virer au privé. Est-ce que c'est quelque chose de possible, ça, au Québec? Ce qu'il faut se préoccuper, puis je suis québécois, c'est un joyau Agropur parce que c'est une coopérative du Québec qui transforme le lait d'un paquet de fermes du Québec. Il faut se préoccuper les producteurs de lait, des fois, je vois sur les réseaux sociaux, ils attaquent souvent les transformateurs. Les méchants transformateurs, ils font de l'argent sur notre dos. Écoutez, le message que j'ai à dire aujourd'hui, on est dans le même bateau.
On a des belles fermes. C'est là la question que je vous posais au départ, parce que les producteurs se sont jusqu'à un certain point bien défendus, même par le forum L'Équitable pendant une période. Ouais. Je pense que les producteurs ont trouvé la sympathie du public, ont trouvé des médias généralistes pour les entendre. Puis ce que vous nous dites aujourd'hui, là, au début on parlera des petites fromageries, mais là vous nous parlez d'AgroPure, vous nous parlez de Saputo, finalement ça fait quand même pas mal de monde dans le lait. On est tous dans le même bateau. On vit les mêmes réalités à notre échelle. Il faut rappeler que le lait, c'est 45% de la production qui se fait au Québec, mais le fromage, c'est encore plus, c'est ça? C'est encore plus. Le yogourt, c'est 80% de la production de yogourt qui est faite au Québec. Dans le cas des fromages, c'est 60%. Quand on va négocier avec le gouvernement, quand on parle de ça dans l'Ouest canadien, ça a beaucoup moins d'impact qu'au Québec. Il faut comprendre qu'au Québec, quand l'OMC avait décrété le Canada illégal dans ses pratiques commerciales, ça avait mis fin au modèle de groupe Lactel à l'époque. AgroPure avait ramassé les actifs, mais ce que le Québec avait fait, c'est un plan d'affaires audacieux pour développer la petite fromagerie puis les fromages au Québec. Puis ça a été, à un certain point de vue, une réussite. On est maintenant des fabricants de fromage. On a beaucoup de nouvelles fromageries. On a réussi à éclore à travers l'Amérique du Nord. Maintenant, ce modèle-là va être fragilisé très certainement au niveau de la petite fromagerie qui vend au niveau du détail, parce qu'on va le voir, les gens qui vont à l'épicerie vont le constater, la présence de plus en plus importante de produits laitiers, fromage, entre autres avec l'Europe, mais bientôt avec les Américains, ça va être le yogourt, ça va être l'accès de d'autres produits qui vont venir prendre des places sur les tablettes, mais surtout à un prix plus compétitif. Pas parce que le lait de nos fermes est trop cher, parce que les gouvernements aux États-Unis, ailleurs, vont utiliser des pratiques commerciales différentes, déloyales, je juge, envers le Canada. Puis nous, on est très fait. Les gentleman agreements qu'on a avec les négociateurs européens, on le voit dans le bœuf. On avait prétendu le Klondike pour écouler le bœuf en Europe. Dans les fromages, il y a eu des tentatives d'exporter du fromage pour la poutine. Les conteneurs sont bloqués souvent aux douanes parce qu'on n'a pas des garanties qui sont, selon moi, des barrières. Bien, tout ça fait en sorte que, est-ce que c'est un bon deal pour le Canada? J'en doute, puis le gouvernement, je trouve, est maladroit à laisser croire aux gens que les produits laitiers en Europe sont moins chers qu'ici au Canada. C'est pas vrai. C'est parce que le gouvernement européen subventionne les entreprises là-bas, puis viennent nous compétitionner de manière déloyale. La compétence, si on opère selon les mêmes critères de compétitivité, on va être aussi bon qu'eux, mais présentement, ce n'est pas le cas. Puis si vous ramenez ça dans le grand contexte de la gestion de l'œuf, vous voyez quel avenir? Parce qu'on s'est parlé au téléphone l'autre jour, puis c'était à deux doigts de me dire 2020-2021, on va peut-être vivre la fin de la gestion de l'œuf. Une chose est certaine, c'est que les transformateurs dont je fais partie, on le voit avant ça, à chaque fois qu'il y avait, on l'a vu au mois de septembre passé. Au mois de septembre passé, les producteurs ont décrété un besoin d'augmenter leur revenu qui était tout à fait légitime parce que les prix s'étaient effondrés, entre autres au niveau de tout ce qui est des prix internationaux qui impactaient le revenu des fermes avec la baisse de la classe 7. On a eu une augmentation dans les classes payantes, c'est-à-dire dans le lait, dans le yogourt, dans le fromage. Dans mon cas, ça a été 4,8 presque 5 d'augmentation, plus une hausse de la classe 7 depuis. Je peux vous dire que depuis septembre l'an passé, mon intrant lait a augmenté de 8 Cette hausse-là, on n'a pas été capable de la transmettre aux détaillants. Je vous dirais que le détaillant a accepté dans la dernière hausse, la dernière augmentation, quelque chose entre 1,5 et 2 Est-ce qu'on est à l'essoufflement de la gestion de l'œuf? On est à l'essoufflement de la capacité, si le système ne change pas, puis si les transformateurs ne sont pas capables de transmettre les hausses qui sont décrétées par la Commission canadienne du lait, par des négociations qui sont avec un processus extrêmement honnête et transparent avec les producteurs de lait, si les transformateurs ne sont pas capables de transmettre les hausses des prix du lait, c'est clair que les transformateurs ne seront plus capables de supporter ces hausses-là parce qu'on le voit avec les résultats financiers. Quand les transformateurs ne feront plus d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Il faut travailler ensemble, ce modèle-là. Il faut encadrer les... Ce qui est très étonnant, c'est que ce que vous nous dites là, il y avait quand même des choses qui étaient pressenties parce que, sans faire de la promotion interne, la crise agricole qu'on a écrit avec Simon Bégin et Yann Turmine,
j'ai repris des passages. Puis dans la crise agricole, on parlait du secteur laitier canadien qui vit une crise majeure. On parle de 2016, là. Ouais. Probablement inégalée depuis l'avènement de la gestion de l'œuf. Une part importante de la solution est entre les mains du gouvernement Trudeau, et pourtant c'est le silence radio à Ottawa. Ça, c'était en 2016 que c'était écrit. Puis plus loin, on disait, en ont résulté des décennies de lutte fratricide entre deux entités qui représentent pourtant les mêmes producteurs, l'UPA et les coopératives laitières, dont AgroPure. Donc en fait, que ce soit le gouvernement, que ce soit le syndicat, que ce soit les coopératives, on dirait que tout le monde sait où est le problème, mais on ne trouve pas la solution. En fait, les solutions avaient été trouvées suite à cette crise-là. La mise en place au départ de la classe 6 en Ontario, qui a résulté à la classe 7 au Canada, la fameuse classe 7 a permis d'assurer de la croissance. Qu'est-ce que les gros joueurs ont fait? C'est qu'ils ont arrêté d'utiliser le lait diafiltré, ont utilisé les solides non gras canadiens pour les incorporer dans les recettes. Nous, dans notre cas, chez Fromagerie Boismont, on a toujours été 100% lait, donc c'était assez facile d'adopter le modèle, puis on le revendiquait parce qu'on n'était plus capable, dans le modèle économique, de maintenir une fabrication de fromage de manière compétitive au Canada contre des joueurs canadiens qui utilisaient les ingrédients laitiers. Ça nous a permis de redevenir compétitifs. Maintenant, ce qu'on constate, la croissance qu'on a eue dans les dernières années, puis on le voit là, présentement, là, on est presque en situation de manque de lait au Canada. Bien, c'est tout ce lait-là qui a été tiré pour supporter l'arrêt du lait diafiltré, la croissance dans les fromages. Le yogourt est assez stagnant, puis toutes les classes spéciales. Maintenant, c'est sûr qu'avec ce qui m'inquiète dans ce qui a été signé par le gouvernement libéral, c'est l'ouverture majeure qu'on a faite aux Américains, la souveraineté aussi qu'on a perdue, parce que maintenant, les Américains ont le droit de veto sur des décisions qu'on va prendre à l'interne au Canada pour écouler nos surplus structuraux. Puis la vraie question tout à l'heure, ça va être de dire qu'est-ce qu'on va faire avec les surplus structuraux qu'on va générer au Canada si on n'est plus en mesure de les exporter. Puis si aussi on reçoit des produits laitiers transformés, frais, qui vont venir nous compétitionner directement à partir des États-Unis dans la prochaine entente qu'on va faire. Puis ce qui me tanne un peu dans tout ça, c'est de voir qu'on a négocié de bonne foi avec des comités pour dire aidez-nous, le gouvernement, avec un discours politique que oui, on reconnaît ça, puis oui, on reconnaît que vous avez subi des dommages. En même temps, d'un gouvernement à l'autre, parce que les transformateurs laitiers avaient eu les compensations promises par les conservateurs, les ont promises aussi par les libéraux. Attention, les conservateurs avaient promis dans la première entente, le CETA, 300 millions de dollars en forme de compensation. Les libéraux ont converti ça dans un programme, puis on s'entend, l'entente CETA touchait les fromageries. Le gouvernement libéral a dit non, nous autres, on va aller à large dans l'ensemble de l'industrie laitière au Canada. On va mettre 100 millions, donc ils ont passé de 300 millions à 100 millions. 100 millions sous forme de programme. Donc, à travers ce programme-là, il y a une partie des argents qui servent à supporter le fonctionnement, l'administration du 100 millions. Donc, ce n'est pas 100 millions qui retournent à l'industrie, ça va être on va avoir les chiffres bientôt, mais j'imagine que ça va avoir coûté 15-20 millions à administrer ce fonds-là. Puis, c'est de l'argent qui a été mis pour faire de l'investissement. Puis, là, ce montant-là en investissement, je vous dirais que l'argent a été promis en 2016. Les gens commencent à toucher les chèques, on est rendu en 2019. Donc, 3 ans plus tard, on touche de l'argent, non pas sous forme de compensation, mais sur des investissements. Puis cet argent-là ne compense même pas. Parce qu'au départ, c'était 50 des investissements en immobilisation, en équipement. On est plus autour de 15 à 20 quand on calcule au final entre le programme initial qui avait été mis sur la table puis comment il va avoir été administré à la fin. Les entreprises vont toucher 15, 20 25 par rapport aux dépenses qui auraient été admissibles à l'origine du programme. Et également, le gouvernement a donné de l'argent, pas aux fromageries, à l'ensemble de l'industrie. Donc, c'est clair que 100 millions pour de l'investissement, c'est insuffisant. Puis, ça ne couvre même pas l'augmentation des composants. Donc, les équipements, depuis 2016, la faiblesse du dollar canadien a limité beaucoup notre capacité d'investir. Puis, cet argent-là, tout ce qu'elle fait, elle comble l'écart entre la valeur de notre dollar en 2016 puis la valeur de notre dollar aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est une vraie aide gouvernementale? La réponse, c'est non. Donc, ça ne règle rien au niveau des compensations. Les contingents tarifaires qui ont été donnés à l'industrie n'ont à peu près rien donné au niveau des compensations. Quand on parle à des petites fromageries qui ont reçu 200 kilos, 300 kilos de contingents,
qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec ça quand on sait que ça va coûter 1 500 $ de comptable pour présenter un rapport aux affaires extérieures? C'est peut-être une des raisons pour lesquelles Chrystia Freeland, finalement, n'est pas venu vous voir cette semaine. Bien, écoutez, mais pour terminer, peut-être sur une note un peu plus positive, je ne sais pas si vous pourrez nous en parler, vous allez nous dire non, je vous en parlerai la prochaine fois. Je sais que vous avez été en contact ces derniers jours avec l'Institut Jean Garon. Oui. Vous échangez avec eux sur un projet. Est-ce que vous pouvez en parler? Absolument, absolument. C'est un projet fort emballant dont, écoutez, M. Garon, c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup. Je pense qu'il a modelé le modèle agricole d'aujourd'hui au Québec, un défenseur bouillant de l'industrie dans son ensemble. Comme on est, quand je vois sur les tables de négociation, on regarde les Anglais, les Français, comment on défend nos enjeux avec vigueur. Je pense que ça nous ressemble. Puis on est fiers de regarder à mettre en place un fromage. On va se garder l'annonce pas plus tard, mais un fromage pour justement... Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'Institut Jean Garon et la fromagerie Boivin travaillent un projet pour 2020. Pour 2020, un partenariat. Un partenariat qui permettra de dévoiler un fromage portant le nom de Jean Garon. De Jean Garon, puis de s'assurer de le devoir de mémoire qu'on a, je pense, l'industrie envers M. Garon, qui a été je pense, un bon défendeur de la ferme laitière au Québec, puis aussi de la fromagerie québécoise. Bien, écoutez, M. Boivin, on vous remercie beaucoup de votre passage et c'est sûr qu'avec une annonce comme ça, on va vous revoir dans les studios. Ah, ça va me faire plaisir. Vous avez de très beaux studios. Merci.